et des régions économiques sont aujourd'hui considérés, et là il y a vraiment un consensus partout dans le monde, comme les territoires clés du développement économique actuel et du développement économique futur. Il faudra en tirer des leçons en termes de politique publique. Je vous présenterai quelques exemples que j'ai pris dans différents coins du monde, très différents, pour essayer de mettre en évidence certains points que je voulais vous proposer au débat. Et puis, j'essaierai de vous dire ce que je pense des méthodes, parce que c'est ça qui est important, c'est pas trop ce qu'on fait, c'est comment on le fait, pour réinventer ces économies urbaines à laquelle je vous invitais. Il est clair qu'aujourd'hui, on rentre dans une économie qui est une économie, on n'a pas l'impression de s'en apercevoir, mais qui est de plus en plus attirée par des idées. Des idées sont des personnes qui portent les idées qui vont donner naissance à un projet d'activité, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit une création d'entreprise ex nihilo. Et regardez bien le chemin qu'on a parcouru. Il y a 30 ans, on aurait fait un débat sur ce sujet. On aurait parlé de matières premières. On aurait parlé de grands flux logistiques. On aurait parlé d'unités de production. On aurait parlé d'économie d'échelle, d'optimisation de la production, etc. Aujourd'hui, on vous parle de nouvelles technologies. On vous parle de recherche-développement. On vous parle de vitesse. Regardez la vitesse à laquelle ces outils, qu'on a plus ou moins des smartphones comme ça, celui-là est déjà obsolète, le prochain va sortir dans un mois. Pour ceux qui ont des iPads, l'iPad 3 va sortir en janvier ou février. L'iPad 5, non, ça c'est l'iPhone 5, mais l'iPad 3. L'iPad 3 va sortir en... Bon. Et derrière, ce sont des applications différentes, ce sont des fonctionnalités différentes. Vous avez aujourd'hui des médecins qui utilisent ça pour faire des électrocardiogrammes. Il suffit de rajouter une petite plaquette. Ça va à une vitesse folle. Ça va à une vitesse folle et ça va s'accélérer parce qu'on est dans des phénomènes cumulatifs. On a de plus en plus de chercheurs et de techniciens dans le monde. Et la montée en puissance de la Chine est une montée en puissance qui n'est pas seulement industrielle, qui est avant tout une montée en puissance dans l'économie des idées. La recherche, le renseignement supérieur sont de plus en plus performants. Donc on est en train de changer, on parle, un auteur et une personnalité que j'aime beaucoup qui s'appelle William Miller, qui est l'ancien provost de l'université de Stanford, qui est un homme absolument admirable, qui a 84 ans, qui a dû monter 30 entreprises dans sa vie et qui a aussi des œuvres. Vous savez qu'aux États-Unis, quand on réussit sur le plan économique, eh bien, on renvoie à la société ce qu'on estime avoir reçu de la société. Donc, ils ont tous des œuvres philanthropiques tout à fait passionnantes. Eh bien, il fait cette opposition en disant on passe d'un ancien globalisme. C'est vrai qu'on avait des sociétés qui investissaient en Chine, des sociétés françaises qui investissaient en Chine, par exemple, pour produire, à un nouveau globalisme. C'est-à-dire qu'on va faire de la recherche-développement en Chine, on ne va pas seulement investir pour produire, mais on va investir en relation avec les laboratoires dans ces pays, dans tous les pays émergents. On pourrait parler du Brésil aussi. Alors, vous allez me dire, mais l'innovation, qu'est-ce que c'est ? C'est pas du tout de la technologie, l'innovation. Pas du tout de la technologie. On peut innover en étant peintre en bâtiment, en étant boulanger, en étant réparateur automobile. C'est simplement, j'ai repris, je suis partenaire d'un cabinet qui est dans la Silicon Valley, qui est très très connu, qui s'appelle Collaborative Economics. Son président dit, l'innovation, c'est essentiellement la recherche délibérée de changement et les possibilités que de tels changements pourraient offrir. Une autre définition que vous allez trouver très très souvent, c'est la commercialisation réussie d'une invention, d'une idée. Donc on n'est pas du tout... Alors bien sûr, il y a des technologies. Bien sûr, il y a de la recherche, mais pour une petite partie des innovations. La grande majeure partie des innovations ne concerne pas la technologie, il faut avoir ça en tête. Alors cette nouvelle économie globale, elle modifie les facteurs d'attractivité. L'attractivité, c'est un sujet qui vous préoccupe. De plus en plus, et on le voit en Europe, on le voit dans d'autres continents, les entreprises vont chercher des territoires où elles vont trouver des gens qualifiés. Elles vont trouver, alors il y a ce terme qu'on traduit en français parce que c'est la même racine de talent. Les Anglais disent talents.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gens qualifiés, mais aussi qui ont une pratique assez originale de leur qualification. C'est-à-dire qu'on met l'accent, c'est un mélange entre une qualification technique et un comportement. Et la notion de comportement est une notion importante. Aujourd'hui, on a une critique que l'on voit apparaître dans un certain nombre de sociétés dans la Silicon Valley qui porte sur les écoles de management forment des gens qui sont des gens forts sur le plan intellectuel, en analyse financière, en marketing, mais qui n'ont pas des comportements qui les amènent à travailler en groupe, à se débrouiller dans des environnements multiculturels, à partir dans l'inconnu. Et ça les préoccupe beaucoup. Donc, ils mettent beaucoup l'accent derrière ce talent, cette notion de talent, on a cette notion de comportement. Et le territoire, c'est un territoire où on va trouver des réseaux de personnes qui vont nous permettre, qui vont me permettre à moi, chef d'entreprise, d'accélérer le développement de mes activités, notamment autour de l'innovation, c'est-à-dire d'accélérer les process d'innovation. Donc vous voyez, on n'est pas du tout, on n'investit pas sur des facteurs qui sont des facteurs parce que ça coûte moins cher, mais on investit parce qu'on va parier sur la richesse des ressources humaines sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir se développer, pas forcément dans l'économie locale. Vous avez des exemples. Moi, je travaille en Aquitaine aujourd'hui. J'ai une dizaine d'entreprises qui sont merveilleusement bien installées en Aquitaine et qui ne font pas un centime ou un euro de chiffre d'affaires en Aquitaine, qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent ailleurs, mais qui sont très très bien. Et je suis sûr qu'il y en a ici aussi à Nantes et dans les Pays de la Loire, des gens qui sont très bien ici, mais qui travaillent dans le monde entier. Donc ça, c'est un vrai changement. Et par rapport à ce changement, sachez que tous les territoires du monde sont en concurrence. Alors vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire pas seulement un territoire français, mais les territoires européens et les territoires des économies émergentes. Et ça va s'accentuer. Donc il y a une concurrence de plus en plus grande, pas forcément pour délocaliser, on reviendra sur ce sujet parce que je sais, j'ai regardé les interventions, ou j'ai lu les comptes rendus des interventions qui ont été faites ici, que le problème de la délocalisation a été abordé, pas forcément pour des raisons de délocalisation de grandes unités, mais simplement de toutes petites équipes. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre dans un endroit des petites équipes qui vont me permettre d'accélérer le développement de mon entreprise. Alors j'ai pris cet exemple qui est publié dans un document qui est, depuis 1995, sort chaque année au mois de février, qui est un document d'évaluation de l'innovation dans la Silicon Valley. Je reviendrai un petit peu sur cette région tout à l'heure, parce qu'avant tout, la Silicon Valley, on parle bien sûr de technologie, il y a de grandes réussites d'entreprises technologiques, mais c'est un vaste réseau social, comme disent les jeunes aujourd'hui. Ce sont les réseaux, les relations entre les personnes qui comptent. Quand vous regardez aujourd'hui cette région, elle se définit non seulement par elle-même, mais avant tout par les relations qu'elle a. Alors là, ce sont les technologies de télécommunication, information et communication. Après, ce sont les brevets. Et après, ce sont les investissements de type capital risque. Donc on voit très très bien que là, on a l'amorce d'une carte internationale. Vous verrez à notre grande surprise qu'il n'y a pas d'accroche ici, même pas en région Île-de-France. Pour la petite anecdote, quand on a essayé d'inviter le président de la région Île-de-France il y a 5 ans, puisqu'on avait redéfini la stratégie de développement de la région en matière de développement technologique, on l'a invité là-bas. Ses équipes avaient préparé à San Francisco sa visite, des rencontres, etc., etc. Il nous a planté la réunion 8 jours avant parce qu'il avait des obligations politiques. Donc ça a ralenti fortement l'enthousiasme de ce qui avait été proposé. Mais ça se met en place de plus en plus. Et vous avez 2 pays européens qui récemment ont mis leur bureau et ont créé un petit centre d'activité dans la Silicon Valley pour faire venir leurs chercheurs et leurs petites entreprises de technologie. Ce sont 2 monstres économiques européens que vous connaissez tous, c'est l'Irlande et c'est le Danemark. L'Irlande et le Danemark. Et j'avais l'autre jour une chef d'entreprise qui travaillait dans le domaine de la chimie fine qui me disait « il y en a marre, j'ai des concurrents danois, je ne sais pas d'où ils sortent, etc. Ils viennent me tailler des croupières sur mes marchés. » Elle a une boîte, ils sont 40 personnes.
Elle existe depuis 30 ans, c'est une femme qui est ingénieure de formation, elle me dit, mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors en fouillant un peu, je lui ai donné des informations, je lui ai dit, bah, sache qu'ils se ressourcent sur le plan technologique depuis 4 ans là-bas, dans cette espèce d'écosystème où il y a plein d'idées. Il y a des gens qui réinventent le monde là-bas. Et ils en tirent des informations pour pouvoir mieux se développer et se développer plus rapidement. Donc, inutile de vous dire que nous, on n'y est pas vraiment très présents. Les Allemands, ils sont présents. Le ministre de l'Industrie allemande a lancé une base là-bas. Et Renault, enfin, après quelques années, a créé une base sur le véhicule électrique à Mountain View. Carlos Ghosn l'a inauguré il n'y a pas très très longtemps. Premier effet de cette internationalisation, j'ai pris simplement ce chiffre parce qu'il est assez frappant. En 1978, vous aviez 32% des diplômes de sciences de l'ingénieur, on dirait chez nous, qui étaient délivrés à des étrangers qui avaient un visa. Aujourd'hui, vous en avez 57%. Et le nombre de diplômes décernés à des citoyens américains, vous voyez, est à peu près à 40%. C'est-à-dire qu'on a une internationalisation d'une des sources de cette économie d'innovation que sont les universités, que sont les écoles, l'équivalent de nos écoles d'ingénieurs. Et ça, c'est frappant. Alors ces gens, ils vont repartir des États-Unis, et après, ils vont vous créer des économies aussi brillantes et performantes que sont Israël aujourd'hui. Israël, au début des années 90, on n'avait quasiment pas de culture entrepreneuriale. Dans la culture juive, l'entrepreneur, on a un commerçant, mais on n'a pas un entrepreneur. Eh bien, on a eu 2 phénomènes extraordinaires qui ont boosté le développement de l'entrepreneuriat au début des années 90. L'arrivée de scientifiques russes qui sont arrivés en masse au début des années 90, et puis un branchement sur la Silicon Valley. Ils n'ont pas été, ils se sont dit, il y a des choses qu'ils savent faire que nous, on ne sait pas faire, donc on va simplement apprendre et on va travailler avec eux. Et les gens vont revenir chez nous, c'est ce qui s'est passé. Taïwan, c'est pareil. Et là, c'était une politique d'État. Taïwan avait, en 65, avait le niveau de développement du Zaïre. Imaginez quand même. Aujourd'hui, tout ce qui est fait dans nos machines électroniques, toute l'électronique, elle est quasiment... Alors, elle est faite par des entreprises taïwanaises. Et vous regardez, il y a 7-8 ans, on aurait dit c'était fait à Taïwan même. Et aujourd'hui, toutes ces entreprises taïwanaises, leurs unités de production, vous savez où elles se trouvent? En Chine, à Shanghai. Donc ça avance très 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 vite, et il y a ce mélange, on le voit, et je vous en montrerai des exemples beaucoup plus proches encore que nous. Alors là-dedans, les régions dans la globalisation. Alors la région, pas au sens institutionnel du terme, mais au sens économique du terme, donc il faut faire attention. Ça peut être une unité de 2-3 millions d'habitants, comme ça peut être 400 000 habitants. Eh bien, ce sont les territoires clés pour répondre au challenge de cette nouvelle économie. Ce ne sont pas les États. Et toutes les politiques d'État qui sont des politiques dites d'innovation sont des politiques qui sont vouées à l'échec, parce que la réussite de ces politiques et de ces stratégies, c'est qu'elles prennent dans un tissu humain de relations, et que ce tissu humain définisse les conditions de développement de ce qu'il a envie de faire autour de l'innovation. Et ça ne se décrète pas d'en haut. Les Allemands ont beaucoup plus de facilité à le faire que nous, parce qu'ils sont organisés en Länder, donc très très décentralisés. Les Américains aussi, chaque État a quasiment sa constitution, donc on est dans un système complètement décentralisé. Nous, on a encore un certain nombre de nos jeunes ingénieurs qui pensent qu'à partir de Bercy, on va faire la révolution sur l'innovation. Ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'est une une idée qu'il faut retenir. Ces économies innovantes sont des économies qui sont des économies régionales qui permettent de créer de la richesse, parce que l'innovation, ça crée de la valeur ajoutée. Et vous savez combien, dans notre tissu d'entreprises en France, de petites entreprises, une des critiques, c'est qu'elles ne gagnent pas assez d'argent, contrairement à ce que l'on croit. Nos entreprises, je vais vous choquer, ne gagnent pas assez d'argent. Je ne parle pas des 440, je ne parle pas des très grandes. Je ne parle pas des banques, qu'aujourd'hui les banques, ça plonge. Mais les entreprises en général sont des entreprises qui ont des marges en France qui sont assez limitées, très limitées. On me dit, oui, les chefs d'entreprise, ils s'en foutent plein les poches. Les moins de 50, les chefs d'entreprise de moins de 50 personnes, la moyenne de revenus
tout secteur d'activité confondu, que je ne dis pas de bêtises, doit être aux alentours de 40 000 euros par an. Et moins de 50. 40 000 euros par an. Comparé avec un dentiste, vous verrez. Hein? Donc, vous voyez, il faut regarder, l'activité, l'économie, il faut la regarder telle qu'elle est, et pas avec des fantasmes. Je suis choqué comme vous quand je vois des chefs d'entreprise qui vont gagner ce que gagne un joueur de foot. Surtout un joueur de foot qui joue en Ligue 1, et bon, ça me choque. Bon, s'il est à Arsenal ou ailleurs, ça peut passer, mais encore. Bon. Mais ça, c'est encore autre chose. D'autant que la plupart du temps, ce sont des gens qui ne sont pas, contrairement à d'autres pays, des entrepreneurs, mais ce sont des gens qui sont souvent passés de la fonction publique pour aller après récolter les fruits d'autres logiques. Bon. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les régions, au sens métropolitain du terme, sont au cœur de cette globalisation. Alors, ce qu'elles font, et la Silicon Valley est un peu un exemple, on parle beaucoup d'habitat d'innovation. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'on entend par ces fameux habitats d'innovation. De quoi parle-t-on? Tout simplement d'un réseau de personnes, d'entreprises, d'institutions publiques. Ce sont des relations très complexes, qui sont principalement des relations personnelles, qui se structurent dans le temps et qui font qu'il y a un savoir collectif qui se diffuse autour simplement de l'idée de transformer une idée en un produit ou un service que l'on va vendre sur un marché. Et vous faites ça pendant 40 ans, faites ça dans des milliers et des milliers de personnes qui se mettent à réfléchir ensemble et qui se cassent la figure ensemble. N'oubliez pas que les chiffres dans les cabinets de capital risque, on considère que les cabinets les plus brillants au monde, qui ont les meilleurs résultats, ils doivent avoir à peu près 15 à 20% au maximum de réussite, donc ça veut dire 80% d'échecs. Donc l'échec est une vertu, parce que l'échec apprend. Parfois, quand on réussit, on ne sait pas trop pourquoi on a réussi. Par contre, quand on se plante, on arrive assez facilement à savoir pourquoi on s'est trompé. Et cette vertu, sachez par exemple, ça paraît absurde pour nous, mais que entre deux, comment dirais-je, j'ai vu moi, parce qu'ils m'en ont parlé, des investisseurs me dire, je vais mettre de l'argent chez ce monsieur parce qu'il a pris un gros bouillon il y a 7-8 ans, et parce que je sais qu'il a appris de ce gros bouillon, et qui fera peut-être d'autres bêtises, mais pas celle-là. Et je ne mettrai pas mon argent ailleurs, chez quelqu'un qui a moins d'expérience. Vous imaginez un petit peu le mode de raisonnement? Donc on est dans des milieux qui sont des milieux culturels, qui ont une culture du risque, mais ce risque ne va pas sans la solidarité. C'est-à-dire qu'on est reconnu comme un entrepreneur, on prend des risques, on sait que son travail, le développement de son activité, se fera au profit de la collectivité, comment dirais-je, de soi-même, il y a une culture collective qui fait qu'on renverra la collectivité par des œuvres philanthropiques ou simplement par des activités comme la vôtre ce soir, de venir discuter. Sachez que un chef d'entreprise qui est pris dans ces réseaux, il va consacrer près de 25 à 30% de son temps à des œuvres qui sont des œuvres de type relationnel et philanthropique. Vous imaginez ce que ça veut dire 30% de son temps? Et si vous lui dites, mais vous perdez votre temps, il vous dit non, c'est un investissement extraordinaire. Parce que quand j'ai une idée, j'ai plein de gens auxquels je peux en parler, qui ont de l'expérience, et qui vont m'aider à construire cette idée et à la transformer en projet. Donc on est dans un apprentissage collectif, et aujourd'hui, la question qui se pose dans ces régions, alors Silicon Valley, mais je vous parlerai de Cambridge aussi, c'est on se fout complètement de savoir quelles sont les technologies, quels sont les secteurs d'activité qui vont faire le développement. Ce qu'ils veulent à tout prix préserver, c'est la qualité relationnelle de ce tissu qu'ils ont réussi à construire et qui va les amener toujours à réinventer et à rêver ensemble et à lancer de nouveaux projets. Alors, vous m'excuserez, c'est en anglais, j'ai pas pu, en plus un copyright de mes copains californiens, mais pour vous montrer, je vais le sortir entièrement, vous montrer que toutes les composantes de ce fameux système, d'accord, je suis allé trop vite, est-ce qu'il va sortir? Voilà. On va trouver des institutions d'éducation et de formation. Grosse crise aux États-Unis, dans les années 70-80,
peu près 80% des coûts des études supérieures étaient assurés par les collectivités publiques, par les États. Aujourd'hui, en Californie, on est à 45 et on va descendre. Ça veut dire qu'on a une privatisation de l'enseignement supérieur. Il y a une telle crise, eux aussi, ils ont une telle crise de la dette publique qu'ils ne savent pas faire autrement. Ça va changer aussi leur univers et leur monde. Bon. Donc, vous voyez qu'on a des activités de recherche, on a des entreprises qui sont sans arrêt en échange, et pas seulement avec un seul canal. Ils ne cherchent pas à inventer des SATT. Bon, je ne vais pas vous parler des SATT parce qu'on va... Mais par de multiples canaux. Les financiers ne sont pas loin, parce que contrairement à ce qu'on fait en Europe, on préfère mettre beaucoup moins d'argent en amorce publique, de manière à faire la preuve de la pertinence d'un projet, et on préfère essayer d'attirer des acteurs privés le plus tôt possible. Vous verrez jamais des subventions. Vous avez des subventions qui sont données pour faire une preuve de concept dans des universités qui ne dépassent pas 10 ou 15 kilo-euros. En France, certains de nos chercheurs rêvent d'avoir plusieurs centaines de kilo-euros à mettre dans les preuves de concept. C'est absurde. Donc on a une relation entre l'investissement public et l'investissement privé qui n'est pas du tout le même. Les consommateurs sont pris très très tôt. Et on va les utiliser dans le développement même de l'innovation. Des produits comme ça, ça même, je veux dire, Apple les perd. Hein, vous l'avez vu, ils les expérimentent pendant une année avant de les lancer, puis ils les perdent dans les cafés. Apparemment, c'est pas un montage. Les gouvernements sont toujours présents. On ne peut pas comprendre le développement des technologies propres aujourd'hui si on n'a pas des incentives publics importants, c'est-à-dire des aides publiques, c'est-à-dire des montages publics-privés. Les associations industrielles sont aussi très très présentes. Et tout ce petit monde, sur des territoires, travaille ensemble et invente son propre mode de régulation et de gouvernance. C'est ça un écosystème d'innovation, pour en parler un peu rapidement. Alors, certains secteurs sont-ils privilégiés? Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse au développement durable parce qu'il y a une vraie révolution. La santé. Il y a un marché de la santé, mais on va avoir sans doute une transformation des pratiques de santé. J'entendais certains chirurgiens à Paris récemment dire finalement qu'ils s'estimaient sur les plateaux techniques de chirurgie être un peu à la limite de compétences, parce qu'ils disaient on a des instruments qui sont d'une telle complexité, on ne les maîtrise pas, et dans 10 ou 15 ans, l'équipe qui va intervenir dans une opération, on aura certainement des ingénieurs, on aura des techniciens et on aura aussi des médecins et ça sera un groupe ça n'aura rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça va beaucoup changer. Et les médias numériques, il suffit de voir ce qu'on peut faire avec ça. Ou avec avec des iPads. Vous avez tous les cours, les grandes universités aujourd'hui, pas françaises mais étrangères, mettent leurs cours gratuitement là-dessus. Imaginez ce que ça va faire en termes d'évolution de la formation et de l'économie de la formation supérieure. Et donc, globalement, quand vous leur demandez en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Asie, quels sont les secteurs qu'ils vous disent, nous, on ne décide pas des secteurs, ce sont les entreprises qui vont développer certaines activités. On va essayer de les accompagner, c'est-à-dire de renforcer les secteurs qui sont présents chez nous et qui se développent. On va essayer de voir s'il y a des activités qui sont un peu plus fragiles, un peu plus à risque, et on va les aider un petit peu plus, elles sont innovantes. Puis on se posera la question de savoir quelles sont les activités futures sur lesquelles on pourrait essayer de se positionner. Puis c'est pas plus compliqué que ça, de faire une stratégie. Et finalement, quand vous vous dites, mais bon, le Grand Londres, c'est quoi sa stratégie? Vous apercevez qu'ils essaient de trouver le moyen de mettre en relation différents secteurs d'activité qui sont présents dans l'économie du Grand Londres. Et c'est plus une affaire, on essaie de combiner des atouts locaux, c'est plus une affaire de recettes que d'ingrédients. Et on n'a pas besoin d'avoir une immense université. Vaut mieux avoir une université de qualité bien positionnée ou une école bien positionnée par rapport aux qualifications auxquelles elle ouvre et avoir vous avez des petits territoires qui sont extraordinairement dynamiques. Prenez le Pays Basque. Le Pays Basque, dans les milieu des années 70, avait de mémoire, si vous preniez
un chiffre comme un autre, c'est-à-dire les dépenses de recherche-développement par rapport au PIB, qui étaient de l'ordre de 0,06%. 0,06%. On va me dire qu'est-ce que ça veut dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2010, ils sont à 2% et ils sont dans la moyenne européenne. Donc vous voyez ce que ça veut dire, en presque 30 ans, ils sont parlé de 0,06%, alors que nous, on devait être à l'époque, en années 70, autour de 1%, c'est 400 000 habitants, le Pays Basque. Tout petit, tout petit. C'est une révolution qui a été faite par qui? Par l'État? Absolument pas. Par des chefs d'entreprise. Ils sont des chefs d'entreprise qui se sont mis à bosser ensemble, qui ont monté des centres techniques, qui ont monté des centres de recherche, et qui aujourd'hui, vous avez un centre qui s'appelle Technalia, qui fait à peu près 1400 chercheurs et techniciens. 1400 chercheurs et techniciens, des plus grands centres techniques d'Europe. Ils travaillent avec les universités, ils travaillent avec des universités basques, espagnoles, et puis ils ont des implantations en Allemagne. Ils ont des implantations à l'université de Montpellier, au LIRM, etc. Bon. Donc, vous voyez, ce sont des stratégies qui sont des stratégies de personnes qui ont envie de travailler ensemble et qui s'impliquent dans le développement cadre. On est plus dans des histoires de recettes que d'ingrédients. Et là-dedans, tous les territoires ont leur chance puisque c'est une histoire d'idées. Vous attirez des gens et regardez, si vous prenez toute l'histoire ici nantaise et si vous prenez les gens qui ont marqué l'histoire de la ville, de la métropole ou de l'économie de la région, souvent vous avez des gens qui sont venus avec une autre culture, qui sont venus d'ailleurs, avec une autre formation et qui ont enrichi l'économie ou le développement de cette ville. Ce sont des idées. Vous faites venir, vous débrouillez pour attirer ici, dans un domaine qui vous intéresse, 5 ou 6 personnes qui savent faire du développement économique et qui ont fait des choses remarquables ailleurs, eh bien, ils vont vous foutre le bazar, c'est sûr, mais ils vont apporter une vraie richesse. Et sachez que vous avez, notamment je vais vous parler de la Suisse, vous avez des régions ou des États qui font venir de l'étranger des gens très qualifiés. Pas forcément sur leur qualification, mais aussi sur leur comportement et leur capacité à apporter des idées nouvelles et impulser de nouvelles dynamiques. C'est encore une évolution de la globalisation. Et là-dedans, je veux dire, il est clair si vous me dites à Nantes, on veut être un pôle international en matière de biotech, je vous dis oh là là, sachez que le seuil critique pour être reconnu, ça doit être déjà 1500 ou 2000 chercheurs. Est-ce que vous les avez ? Par contre, si vous me dites on veut être très très reconnu autour des activités associant l'art, le tourisme, le développement économique, je vous dis ah oui, ça c'est intéressant, parce que vous avez les folles journées, je vous montrerai tout à l'heure une métropole qui a lié l'art, la musique, les nouvelles technologies, et qui en a fait un vrai booster de développement. Donc il faut savoir où on met les pieds, mais chacun a sa chance, et tous les territoires, même de petite taille, peuvent jouer leur carte aujourd'hui. Alors, on est dans une économie globale qui est une économie qui finalement devient une économie de régions qui sont en réseau. Alors ça pose des problèmes, parce que deviennent les territoires qui ne sont pas développés par rapport à ces régions qui tirent? Alors c'est là que les pouvoirs publics ont des fonctions de péréquation à jouer. Mais sachez que ça va et que nos jeunes, on en parlait, vous en parlez j'imagine souvent, regardez combien aujourd'hui ils voyagent plus que nos générations. Ils voyagent facilement, très très facilement. Ils vont faire des études à Londres. Le nombre de Français qu'il y a à Londres, au moins ils parlent français, ils parlent anglais, pardon, parce que c'est pas en sortant de nos classes de langue qu'ils peuvent apprendre l'anglais, mais c'est fou, c'est fou. Donc on est vraiment dans les idées circulent, les gens circulent, et ce sont eux, les idées et les personnes, qui font le nouveau développement économique. Donc c'est structurant sur le développement mondial. Alors quelques exemples. Alors la Silicon Valley, simplement, j'en ai parlé un peu, je vous rappelle quelques chiffres. On est sur un territoire qui fait à peu près 80 km de long sur 30 ou 40 km de large. C'est pas immense. À peu près un peu moins de 3 millions d'habitants, 1 300 000 emplois. Vous avez quand même un revenu moyen des ménages qui est à 64 000 €, alors qu'aux États-Unis, on est à peu près, je l'ai traduit les dollars à 40 000. Les grandes entreprises qu'on y trouve, vous les connaissez toutes. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces grandes entreprises ont été créées ces 15 ou 20 dernières années.
Si vous prenez Google, Yahoo, ce sont des entreprises relativement récentes. 20 000 créations nettes d'entreprises par an. 20 000 créations nettes, alors de toute taille. De toute taille. Et puis, en pleine crise en 2009, en pleine crise financière, on a quand même investi 4 milliards d'euros en capital risque. Ça veut dire, capital risque, ça veut dire, vous savez, les gens du capital risque, ils font tout sauf prendre des risques. Concrètement, ils vont mettre de l'argent en espérant un retour rapide. Ça veut dire que c'est déjà des activités sur lesquelles ils peuvent juger qu'elles vont se développer rapidement et qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent. C'est pas des activités où ils parient. Alors il y a des échecs, mais les échecs reposent plutôt sur les personnes, leur capacité à faire ou à ne pas faire. Et donc c'est considérable sur un aussi petit territoire. Pour vous donner une idée, en France, à la même époque, je crois que les chiffres, l'ensemble des investissements devait être de 600 millions d'euros. Pour l'ensemble de la France, plus de 60 millions d'habitants. Et dans les technologies propres, sur ces 4 milliards, on avait déjà 800 millions de dollars sur les technologies propres. Les technologies propres, c'est quoi? C'est l'énergie dans le bâtiment, c'est les nouvelles sources d'énergie. Il y a 3-4 ans, quand je travaillais, j'ai accompagné la mise en œuvre des pôles de compétitivité, donc j'ai continué à travailler avec un certain nombre d'entre eux, comme Moveo, qui est le grand pôle automobile parisien. Quand je travaillais avec les gens de chez Renault et Peugeot, ils me disaient véhicule électrique c'est bien, mais le problème de la batterie, c'est un vrai problème. Au moment où on parle, vous avez aujourd'hui dans cette petite région une vingtaine d'entreprises qui ont été lancées par des gens tout jeunes, qui sont en train de développer des technologies de rupture sur la batterie électrique. Rupture, ça veut dire des capacités, des autonomies qui dépassent 500 km. Et ils sont en train de développer les produits actuellement. Donc, vous avez d'un côté un grand constructeur il y a quelques années qui vous posait un problème en disant ça me soucie parce que je veux bien investir mais je ne sais pas où je vais. Et puis vous avez des bambins qui sont en train de vous sortir des technologies d'enfer et qui attirent beaucoup d'argent et qui vont sortir ces produits assez rapidement. Donc on est dans des milieux, on réinvente le monde, on développe des technologies et c'est un petit peu cette... Alors en termes d'emploi, vous avez, ce qui est intéressant, c'est de voir que toute cette technologie dite verte, cette économie verte, c'est pas un secteur d'activité, mais ça se déploie à la convergence, au croisement des sciences de la vie, des technologies de l'information, des micro-nanotechnologies, et c'est en train de se faire. Donc on est là aussi des territoires où l'information circulera très très bien entre ces différents milieux, que ce soit dans le champ de la recherche que dans le domaine des entreprises, sont des territoires qui pourront développer ces produits qui se développent au croisement de ces savoir-faire. Vous prenez une installation énergétique performante dans une maison, dans un bâti, dans une maison existante, pas dans une nouvelle maison. Vous voyez combien c'est compliqué? Puis derrière, il faut économiquement, il faut que ça marche, c'est-à-dire que les gens puissent se le payer. Ce sont des problèmes très complexes, et là, c'est pas seulement des gens d'une seule qualification qui peuvent les traiter. Il faut vraiment multiplier les sources d'information et les spécialisations. Alors, dans cette région, si on reprend des années 50, bon, c'est une très très belle histoire, mais ce sont des vagues qui se superposent et qui interagissent. Et aujourd'hui, sur les problèmes énergétiques et la médecine personnalisée, eh bien implanter, comme on commence à le faire, des micro-chips qui vont permettre une analyse en temps réel, tout simplement du sang, de la qualité du sang, une analyse sanguine en temps réel, eh bien ça pose des problèmes énergétiques. Il faut trouver des systèmes d'énergie qui soient adaptés. Mais ça pose aussi des problèmes de connexion avec des appareils comme ça, puis avec votre médecin. Donc ça va faire appel aussi à des problèmes, à des réseaux. Donc tout ça va ensemble. Et sachez que ces vagues, comme vous en souvenez, 2002, l'explosion de la bulle Internet. Alors sur les 1 300 000 emplois, à peu près en 6 mois, on a perdu 300 000 emplois. On était à 1 million d'emplois. On a perdu plus de 25% de la masse d'emplois en très très peu de temps. Bon, vous voyez, on n'en parle plus, c'est reparti. Et aujourd'hui, on est dans une problématique un petit peu plus compliquée, c'est que malgré tous ces investissements et malgré ces développements d'entreprises,
on a un développement qui crée moins d'emplois qu'il ne créait auparavant. Donc on a quand même un taux de chômage. Californie, l'État de Californie, on est à 12%. 12% État de Californie. Silicon Valley, on est un peu à 9%. À peu près comme en France. Donc vous voyez que là, on a un problème. C'est-à-dire qu'on a ce qui les soucie beaucoup, et ils se réunissent pour y réfléchir, c'est que cette économie d'innovation ne tire plus suffisamment l'économie traditionnelle et l'économie des services. Alors, bon, c'est un laboratoire du développement régional, cette région, c'est pour ça que je m'y intéresse et que je m'y suis implanté. Parce qu'à chaque crise, eh bien, on se réunit et puis on essaie de réinventer l'avenir et elle se réinvente sans arrêt. Je ne sais pas du tout ce que seront les activités qui tireront dans quelques années, mais l'important, c'est la qualité des relations. Et je vous dirai pourquoi ça peut vous intéresser de savoir ce qui se passe là-bas. Mais à chaque année, en 92-93, il y a eu une grande période de récession. 2003, après la bulle Internet, ils ont relancé des réflexions, mais surtout des réflexions, ils se sont réunis ensemble pour savoir quels étaient les secteurs qu'ils pouvaient soutenir. Et puis, 2009, ils sont partis sur un programme qui s'appelle Climate Prosperity, qui est autour du développement durable et du réchauffement climatique. Ils ne posent pas de problème là-bas. Le réchauffement climatique, il existe. Seattle, ça vous dit quelque chose, Seattle, n'est-ce pas? Seattle, État de Washington, 6 millions d'habitants, mais la ville fait 600 000 habitants. Seattle, il y a des grands noms, alors on ne les voit pas très bien, mais Amazon, Boeing, Microsoft. Regardez Seattle. Seattle, c'est Boeing. Mais regardez les emplois depuis 1974 jusqu'en 2009. À peu près constant. Si vous prenez l'informatique, l'informatique s'est développée à peu près équivalent en termes d'emploi. Vous voyez ça ? Autre activité technologique. C'est-à-dire que ce sont des activités qui se sont développées par utilisation des technologies qui étaient développées ici et là dans tout un tas d'autres secteurs. Tout un tas d'autres secteurs. Ça, c'est rudement intéressant parce que ça montre qu'on peut avoir des diffusions quand on a une bonne base technique et industrielle. Ce qu'on ne sait pas, et ce qui est assez amusant, je me plais toujours à le rapporter, c'est que la spécialité Seattle est connue avec Microsoft. Microsoft, comme vous le savez, c'est la société qui a inventé des logiciels et qui refuse finalement des logiciels qu'on ne peut pas transformer. C'est-à-dire c'est le contraire de ce qu'on va appeler aujourd'hui l'open source, c'est-à-dire tous ces logiciels qui sont développés dans des communautés entre des jeunes qui se passent les codes sources et qui échangent, etc., etc. Eh bien, Microsoft est né dans un écosystème, un habitat d'innovation qui était complètement open source et qui se faisait où? Dans les cafés de Seattle. Et vous aviez des réunions tous les soirs de jeunes passionnés d'informatique, de gens qui travaillaient dans les entreprises informatiques et qui se posaient des questions de savoir comment ils pouvaient développer leur logiciel. Ils buvaient un coup et puis, hop, ils réfléchissaient. Et de ce milieu-là est sorti Microsoft, est sorti aussi une entreprise qui est aujourd'hui AT&T, donc dans la partie, comment dirais-je, réseau sans fil, mais sont sorties plusieurs grandes sociétés qui, elles, n'ont pas porté cette grande culture de réseau ouvert ou d'open source. Mais c'est comme ça que s'est développée cette communauté, qui est une communauté qui a rayonné dans le monde entier, qui s'est mis à travailler sur les jeux vidéo, bien sûr. Et les jeux vidéo, quand vous voyez, on a 15 000 emplois quand même, 150 entreprises aujourd'hui. Et ces 15 000 emplois sur l'ensemble de l'État de Washington, ils génèrent 50 à 68 000, 70 000 autres emplois. Donc vous voyez l'effet démultiplicateur de ces emplois liés aux nouvelles technologies. Ça veut dire des services, ça veut dire de la formation, ça veut dire des services aux entreprises, des services aux personnes. Et de fait qu'aujourd'hui, on estime que dans les jeux vidéo, on développe plus d'emplois sur ces secteurs d'activité, principalement ce sont des jeunes qui travaillent là-dedans, qu'à New York, San José c'est en Californie, et Chicago réunis. Et puis, je voulais vous montrer ça, parce que je pensais à Nantes en écrivant ça pour vous. Vous avez là une industrie musicale autour de producteurs, de musiciens, de compositeurs.
Vous avez près un peu moins de 9000 emplois qui ont été créés autour de l'industrie musicale. C'est une région qui avait aussi des orchestres, mais qui a réussi à faire la combinaison avec l'informatique et aujourd'hui qui va le faire donc avec l'économie, comme on dit, multimédia. Et vous avez un grand pôle économique qui s'est fait autour de l'industrie musicale. Je me disais, si Nantes, après les folles journées, on pouvait imaginer cette transformation autour de l'industrie musicale et des nouvelles technologies. Certains, Seattle, l'ont réussi. Et il m'a semblé que Nantes avait une relation particulière avec Seattle. C'est pour ça que je me suis permis de vous le rappeler. Cambridge, rapidement. On revient en Europe. Cambridge, il y a 30 ans, Cambridge, c'était rien du tout. Rien du tout. Une petite université, certes, avec une certaine réputation académique, mais vous parliez à un professeur d'université de créer une entreprise, il vous prenait pour un méchant capitaliste et il vous fermait la porte. Vous aviez très peu, vous avez un parc technologique, un parc d'activités, vous aviez quoi, moins de 10 entreprises. Ça, c'était dans les années 70. 40 ans après, vous avez à peu près 1500 entreprises de technologie, 40 000 emplois créés et 70 entreprises qui sont cotées en bourse et une université qui est toujours aussi développée, mais qui est complètement ouverte à la fois sur la recherche fondamentale et sur le développement économique. On appelle ça le phénomène Cambridge. Alors pourquoi le phénomène Cambridge? C'est tout simplement que c'est un phénomène qu'il n'y a pas eu de politique nationale du gouvernement britannique pour développer Cambridge. D'abord, Cambridge, c'était le vilain petit canard. C'était pas très loin, mais on s'en occupait pas du tout. C'est un groupe de chefs d'entreprise qui, comme on dit en anglais, a développé ça avec les lacets de ses chaussures, c'est-à-dire avec le moins de moyens possibles, en bricolant, qui ont créé progressivement ce réseau de personnes, d'entreprises qui se sont mises à travailler ensemble, à développer de l'activité. Alors on parle d'un cluster parce que c'est un maillage de personnes, on n'en parle pas comme une institution, mais c'est ça qui a fait le développement de cette belle université. Si vous allez à Cambridge, on a à la fois King's College où on a l'impression, on voit Newton quand on se promène dans King's College, et puis vous avez les pubs où vous trouvez tout un tas de gens qui discutent de plein de choses. Et je me suis amusé parce que j'y travaille aussi actuellement, et je me suis amusé à poser à mes interlocuteurs cette question. J'aurais dit, est-ce qu'il est possible d'assister? Alors ça, je fais une liste des réseaux qui discutent autour de créativité, d'innovation, de développement économique. Ils m'ont dit, il est aujourd'hui absolument impossible à une personne normale d'assister à toutes les réunions, moins de 10% des réunions possibles, parce que il y en a trop. Et là encore, vous apercevez que les gens passent beaucoup de temps à discuter, c'est-à-dire à perdre leur temps, dans un certain sens, pour pouvoir être performants après quand ils inventent des choses. Et c'est la communauté, c'est le collectif qui parle. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que finalement, qu'est-ce qui fait que ces gens travaillent? Alors, quand ils sont ensemble, bon, ils passent du bon temps, mais qu'est-ce qui les motive pour partager ce temps? J'ai la faiblesse de penser que c'est quand même un intérêt collectif, c'est un attachement à leur région, c'est l'intérêt d'œuvrer pour le bien public et de se dire c'est un investissement, de toute façon moi je m'y retrouverai personnellement, mais d'abord j'investis dans le collectif et dans le tissu collectif. Donc vous voyez, on est loin du capitalisme agressif des grands banquiers de la City, etc., qui constitue un tout petit microcosme du développement économique. La Suisse, si on m'avait demandé de parier sur la Suisse il y a 30 ans et de dire que ça aurait été aujourd'hui un des pays en pointe, les tout meilleurs au monde en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique, je peux vous assurer que j'aurais absolument pas parié. Absolument pas. Et j'aurais eu tort, je me serais complètement planté. Aujourd'hui, la Suisse est la première nation en termes de publications scientifiques, imaginez, publications scientifiques, au monde, devant les États-Unis. Quand on prend les classements de compétitivité, la Suisse se trouve au 4e rang, l'Allemagne au 10e, la France au 30e si on prend le classement de l'IMD, et puis le World Economic Forum, ils sont premiers et la France est 18e. Et vous avez deux écoles d'ingénieurs, celle de l'ETH à Zurich, et puis l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui a été créée par des centraliens au milieu du 19e siècle. Eh bien, cette école est considérée aujourd'hui comme une des écoles les plus brillantes au monde, école d'ingénieurs. Et c'est en Suisse, c'est pas très loin de chez nous.
Et on n'a pas ce genre d'exemple chez nous. Le PFL, c'est ça. Vous voyez, c'est beau, hein? Tout petit campus sur les bords du lac. Tout est intégré. Et là, c'est un plaisir. Tous les urbanistes du monde se plaît à travailler, à étudier là-dessus. Moi, j'y prends un plaisir fou. Et ce petit campus, vous avez une sorte de petite ville avec un centre de conférence. Ce Rolex, qui est la fondation Rolex, leur a payé un centre intéressant, on en reviendra là-dessus, mais avec un petit technopole qui accueille une centaine de start-up. On a un hôtel, on a un centre sportif, on a quelques magasins, etc. Et ce centre, sur 2 hectares, ce sont des architectes japonais qui l'ont dessiné. Alors c'est intéressant parce que leur slogan c'est apprendre, innover et vivre. Vous voyez combien le comportement est important? Vous, comme moi, on peut y aller là-dedans. C'est ouvert au public, au grand public. On peut se balader là-dedans. C'est complètement ouvert. Et donc, c'est un centre dont ils ont voulu traduire dans l'espace un bâtiment dont les fonctions, c'était apprendre, innover et vivre. C'est quand même rudement intéressant quand même par rapport à ce qu'on dit, je veux dire l'économie des idées, etc. C'est pas très loin de chez nous. Ils sont francophones. Et quand j'avais demandé à Pierre Veltz, qui est un économiste qui dirige l'équipe du plateau de Saclay, s'il était allé à Cambridge, il m'a dit oh là là, mes élus, je les ai d'abord emmenés là, à Lausanne, pour voir ça. Et c'est une petite université, hein, c'est 7000 étudiants, c'est tout petit. Et c'est devenu un des centres aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils produisent ces gens-là? Vous avez dû entendre parler de l'avion solaire. Vous savez l'avion solaire? Ben, sachez que l'avion solaire sont des jeunes ingénieurs, des jeunes étudiants qui travaillent là-dessus. Il y a 17 disciplines qui sont mobilisées pour travailler sur l'avion solaire. C'est pas seulement une histoire d'énergie, c'est une histoire de matériaux, c'est une histoire. Il y a 17 disciplines. Et vous imaginez la pêche d'un jeune ingénieur quand il a travaillé sur un projet comme ça. Et avant, il y avait le bateau de la Coupe de l'América à Lingui. C'était des jeunes qui avaient travaillé là-dessus. Donc vous voyez des gens qui se disent on mise sur les jeunes, on est ouvert, alors ils sont sélectifs, tout le monde ne peut pas y rentrer, mais on met l'impact sur l'innovation, sur le comportement, et puis sur l'apprentissage, et on les fait travailler sur des sujets qui vont révolutionner peut-être l'aéronautique, ou peut-être le stockage de l'énergie. Ils sont sur l'énergie, ils ont des recherches et des manips qui sont tout à fait étonnantes. En tout cas, moi, j'aurais pas du tout parié sur la Suisse. Quelques résultats. Dans les différents classements aujourd'hui, si vous prenez le classement du Times, au niveau mondial, ils sont 48e, à peu près comme nos meilleures grandes écoles. Et sur le classement de l'université de Shanghai, ils sont 20e, ils sont nettement meilleurs que nous, ils sont 2e européens, derrière Cambridge. Et tout ça, ça a été créé par des Français. Il y a un siècle et demi, on l'a oublié. Donc j'ai pris quelques petits exemples, bon, vous allez me dire, comparaison n'est pas raison, pour essayer d'illustrer un petit peu ce mouvement de globalisation, ce développement de l'innovation, et ces organisations qui se mettent en place, et un peu leur originalité. Et je voudrais conclure autour de quelques éléments de méthode, si on revient en France, quelles peuvent être les pistes de réflexion pour agir et essayer d'être efficace. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que depuis 10 ans, on perd de la compétitivité. Alors, on perd des emplois. Il y a des... J'entendais Lorenzi sur votre site qui disait ce sont des emplois qui ont été délocalisés. Jean-Pierre Levat dit lui au contraire, attention, ce sont des emplois industriels qui n'ont pas été délocalisés, mais ils ont été perdus tout simplement, ils ont disparu. Donc il y a débat chez les économistes, je ne suis pas compétent pour le trancher, mais il y a un accord pour dire on perd de la compétitivité, on perd des emplois de production et nos services ne sont pas assez innovants. Donc on est dans une pente qui décline depuis 10 ans. Bon. Je suis intimement persuadé que la solution ne passera pas par une politique étatique, une politique centralisée. On n'a jamais changé une entreprise par le centre, on a toujours changé des entreprises et des organisations humaines par la base. Et donc ce sont les économies régionales qui vont devoir porter cette relance
de la création de richesse dans notre pays. Et donc les régions métropoles sont les moteurs et sont les bons territoires. Donc qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces régions métropoles? Je suis obligé de constater, c'est un peu mon métier, mon quotidien, qu'aujourd'hui tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire nos aides financières, nos agences, nos pôles de compétitivité, c'est une bonne idée mais qui était à mon sens très très mal mise en œuvre, parce qu'elle est toujours pilotée en centrale par l'État et par la DG6. Ne sont absolument pas adaptés à ce dont je parle, c'est-à-dire à l'obligation dans les 10 ans à venir de transformer nos économies régionales et nos économies urbaines de façon à ce qu'elles créent davantage d'emplois et davantage de richesses. Parce que davantage de richesses, ça veut dire davantage de capacité à la distribuer, en faire profiter ceux qui n'ont, je veux dire, qui sont un peu les perdants de cette transformation, qui sont en difficulté. Et avant de distribuer la richesse, il faut la créer. Donc ce ne sont pas les grands groupes qui vont créer la richesse ici dans cette région comme dans d'autres régions. C'est une richesse qui sera créée principalement par des petites entreprises. On aura de la technologie, mais on aura surtout des entreprises de secteurs d'activité traditionnels qui chercheront à mettre de la valeur ajoutée et à innover. Et donc ces dynamiques venant du terrain, la question c'est comment on fait. Est-ce qu'on attend qu'elles se produisent ou est-ce qu'on peut faire des choses pour les encourager? Alors, quelques principes d'action. Il faut être conscient que, comme je le disais tout à l'heure, ces transformations, quand on les constate a posteriori, elles sont portées par quelques personnalités de secteurs d'activité assez divers, qui veulent travailler ensemble pour essayer d'accompagner, d'encourager le développement de leur propre secteur. Bon. Ces dynamiques de nature coopérative sont nécessaires, et pour les déclencher, il faut essayer de les repérer, les identifier, les encourager, favoriser le travail en commun de ces gens, et favoriser leur développement. Et concentrer un peu d'argent public pour les aider quand ils prennent des risques, pour les aider à développer leurs activités. Mais ce sont vraiment des principes d'action qui reposent sur une capacité à identifier les quelques personnes qui sont à même de tirer ce développement dans votre environnement. Alors c'est ce que j'appelle, en anglais on parle de civic entrepreneur, j'ai traduit ça par entrepreneur surtout pas civique mais citoyen. On est plus dans une citoyenneté que dans du civisme, et qui investissent de leur temps, je vous ai dit 30% de leur temps, pour travailler sur des diagnostics et identifier les activités qui méritent d'être soutenues. Et puis vous avez cette autre notion de personnes qui sont ces connecteurs, c'est-à-dire ces gens qui sont capables de faire circuler l'information entre secteurs, entre le tourisme, la musique, les nouvelles technologies, entre l'énergétique, la micromécanique, l'industrie, les génies industriels, etc. Et qui peuvent, en faisant circuler les idées, qui peuvent animer ce réseau humain duquel sortent des projets, et c'est comme ça un peu que ces économies d'innovation se développent. Donc ce sont des stratégies qui se mettent progressivement en place. Et là-dedans, par rapport à ça, les coopérations internationales, elles ne sont pas intéressantes, elles sont indispensables, parce qu'elles vont vous permettre d'acquérir. Il y a un problème, il y a un primat de rapidité dans notre affaire. Si on n'arrive pas à transformer nos économies dans les 5 ou 10 ans à venir, on va être en très très grande difficulté, encore plus qu'aujourd'hui. Donc la meilleure façon de pouvoir acquérir, vous allez me dire, mais ces modes de comportement, on les a pas. Eh bien, branchez-vous, connectez-vous, faites comme les Irlandais, faites comme les Danois, connectez-vous avec la Silicon Valley, voire mieux encore avec Seattle, puisque vous avez une relation avec Seattle, et vous regardez ce qu'ils font mieux que vous, et puis vous essayez de faire en sorte qu'ils vous aident à accélérer votre mode de développement autour de l'innovation. Ça vous permet à la fois, ça donne des opportunités de développement à vos entreprises. Je suis allé avec un élu important d'une région française au mois de juillet en Californie, et on était avec 7 chefs d'entreprise. On a fait un bilan après. Alors des chefs d'entreprise, ils avaient quoi? Une moyenne d'âge, un peu plus de 50 ans. Le plus jeune, il avait 38 ans.
Entreprise de moins de... L'entreprise la plus importante avait 120 personnes, la plus petite 15 personnes. Quand ils sont tous rentrés, on a fait une réunion de compte rendu, ils ont tous pris la décision d'avoir une base là-bas. Ils m'ont dit, c'est là-bas que se développent les nouvelles activités, les nouveaux marchés, les nouveaux comportements. Il faut qu'on soit dans ce milieu parce qu'on a vraiment besoin de s'y enrichir. Par contre, nos ingénieurs, on va les laisser en France et notre activité principale. Vous voyez, donc c'est pas antinomique de se dire on va investir et on va essayer d'être présent là où les choses se passent. Ça peut être à Cambridge si ça vous intéresse, ça peut être dans ces milieux innovants pour enrichir le tissu local. Et en plus, comme ils sont des modes coopératifs qui sont indispensables pour transformer les économies urbaines, comme j'ai essayé de vous l'indiquer, que nous on n'a pas, eh bien c'est l'occasion d'apprendre avec eux et de faire ça beaucoup plus rapidement. J'ai commencé à le faire dans quelques régions françaises, ça peut marcher très très bien. J'avais séduit et puis on avait bien travaillé avec quelqu'un qui malheureusement est décédé entre-temps, c'est Adrien Zeller, le président de la région Alsace, président du CNER, et qui s'était passionné par ça. Et il avait dit, il avait pris 10 chefs d'entreprise innovants en Alsace et il les avait appelés. Il leur avait dit, je veux que vous travailliez, que vous réfléchissiez ensemble sur l'avenir de l'Alsace. Et puis, vous avez travaillé avec Bruin, et etc., etc. Alors, ils sont venus, parce qu'ils étaient un peu aux ordres. Le président leur avait dit de venir. Ils étaient venus. Et ça a été fabuleux. Ça a été fabuleux. On a passé un temps, et malheureusement pour tous, le moment où on allait lui rendre nos premières productions, eh bien, il est décédé. Et puis après, les élus n'ont pas porté ça, n'ont pas compris. Et c'est vraiment très très dommage. Mais cet homme était assez exceptionnel parce qu'il vous parlait des entreprises, parfois mieux que les chefs d'entreprise. Il vous parlait des entreprises en détail, il se passionnait. C'était un ingénieur agronome de formation au Zeller. Donc il était passionné par tout ça, autant par les facteurs humains que par les facteurs techniques et d'organisation. Mais ça peut marcher, j'en ai quelques... Alors pour conclure de cet assez long exposé, on est dans une économie... La globalisation, alors c'est une menace, c'est une crainte, mais c'est aussi une formidable opportunité. Je ne vois pas comment on peut revenir en arrière. Les échanges sont tels aujourd'hui entre les petites entreprises, entre les activités, entre les personnes, que si vous fermez, eh bien, ça va entraîner des rétorsions de l'autre côté qui vont se fermer. Donc, je veux dire, c'est perdant-perdant. Ces dynamiques de globalisation et cette innovation incessante, technologique et non technologique, va transformer et transforme en profondeur tout notre système de production de connaissances. Je pense que nos universités, nos écoles vont être transformées dans les 10 ou 15 ans. Vous n'allez pas me dire qu'on va pas avoir, avec tous les outils qu'on a, on va pas révolutionner nos écoles, que ce soit primaires, nos écoles secondaires et nos lycées. Je veux dire, on va pas pouvoir continuer. Moi, je vois des gamins avec leurs sacs là et leurs livres qui pèsent 15 kilos. Et puis, de l'autre côté, ils sont en train, avec leurs pouces, en train de faire ça. Je veux dire, là, on se dit qu'on est dans deux mondes. Donc ça, un jour, ça va basculer du côté du numérique. Les espaces régionaux et les métropoles sont j'allais dire, les leaders de cette transformation. Les États viendront en soutien, ils sont indispensables, mais les leaders, ce sont les métropoles, c'est-à-dire vous, et votre capacité collective à inventer cet avenir. Et c'est pas un avenir que vous copierez sur les Bretons ou sur les gens de Charente ou d'Aquitaine, c'est vous qui allez vous développer, créer votre propre avenir. À partir de richesses qui font la richesse économique, sociale, humaine de votre territoire. Mais cette transformation est une transformation tellement profonde des comportements qu'il va falloir sans doute s'y prendre autrement que simplement mettre de l'argent dans des agences ou mettre de l'argent dans des subventions publiques. Il faudra sans doute avoir des outils de coordination, des subventions, mais je pense qu'il faudra surtout trouver le moyen de nourrir ce tissu d'acteurs qui passent du temps à inventer l'avenir et à construire la cité du futur. On a aujourd'hui une idée assez claire de ce qu'il faudrait faire, mais on est absolument incapable de savoir, en tout cas les experts quand ils échangent entre eux, comment le faire. Eh bien, comment le faire, c'est pas nous qui avons la solution, c'est vous. Merci beaucoup.
Merci à Thierry de cette intervention et des éclairages qu'il a pu apporter à partir des observations qu'il a faites un peu partout dans le monde. Il y a Michel Jouvet qui est dans le fond va nous quitter. Alors je ne sais pas s'il a une question, mais moi je vais en poser une pour commencer. J'ai envie de dire, et les technopoles dans tout ça, parce que le sentiment que les technopoles étaient un peu là pour faire ça, c'est-à-dire mettre les gens ensemble et croiser des regards et de ces regards croisés, puisque la Silicon Valley, elle a déjà un petit peu d'histoire, et donc l'idée des technopoles, c'était un peu essayer de reproduire le phénomène de la Silicon Valley. Alors pourquoi ça marche pas chez nous alors ? C'est un long débat. J'aurais pu vous donner un exemple. Silicon Valley, il y a le parc technologique de l'université de Stanford qui est un parc d'activités, qui appartient à l'université, qui est université privée Stanford. 85% du budget de recherche de Stanford, il est public. Université privée, 85% de son budget est public. Et les activités d'innovation et de valorisation économique de Stanford, c'est moins de 2% de son budget. Vous voyez le système, il est très très différent du nôtre, mais il repose quand même sur des bases publiques extrêmement fortes, extrêmement importantes. Et ils sont aujourd'hui en train d'inventer un petit technopole, il n'y en avait pas dans la Silicon Valley, de 30 hectares, dans un centre de recherche qu'ils appelaient le NASA Ames, parce qu'ils ont besoin d'avoir un espace de proximité pour que des ingénieurs, des chercheurs, notamment sur toutes les technologies, les fameuses batteries du futur, puissent discuter ensemble. L'Institut Télécom, que vous connaissez sans doute, qui est le réseau des écoles françaises de télécommunications, a mis un jeune ingénieur là-bas depuis 3 ans pour tester, voir ce qui se passe. Et il est complètement émerveillé par ce qu'il voit. Il représente aussi un pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Digital. Et il essaie de favoriser ces coopérations. Pour répondre à la question de Philippe, je dirais que les technopoles avaient ce projet en eux. Et Atlampol a eu un temps ce projet. Moi, je suis intervenu dans l'évaluation d'Atlampol. Olivier Guichard en était président. C'était en 95. Vous voyez, ça date pas. Ouais. Et donc, il y avait ce projet. Alors, pourquoi ça s'est pas passé ? Moi, je ne peux pas dire. Mais aujourd'hui, les technopoles se sont banalisés en termes de, je dirais, de lieux d'activité technologique partout. Je commence actuellement une mission pour essayer de réinventer le concept de Sophie Antipolis. Vous voyez où ils en sont. Ils appellent des gens comme moi pour essayer de réinventer le concept. Bon, le constat, c'est que Sophie Antipolis, vous voyez tous où c'est qu'aujourd'hui, c'est visité par aucune grande entreprise internationale qui veut s'implanter. Elles passent leur chemin. Alors ça marche bien, il y a pas mal d'emplois. Du temps où il y avait l'ATP avant la réforme, je crois que le maire de Valbonne pouvait se construire des piscines en or massif. Parce que l'ATP à l'époque, c'était 30 millions d'euros par an. Vous imaginez ? 30 millions d'euros rien que pour Sophia. Donc c'était beaucoup. Ouais, d'euros. Pour l'ensemble des taxes produites par les entreprises de Sophia. C'est absolument considérable, la folie. Mais il n'y a plus de concept, c'est-à-dire il n'y a plus d'originalité, il n'y a plus Donc ils sont en train de s'inquiéter, de se dire, de manière très modeste, hein, ils ont encore un... Donc je dirais que ces espaces, ils prennent leur place dans une problématique plus globale, qui est une problématique qui revient, qui doit prendre en compte toutes les activités. Les activités, Jean-Marc Ayrault m'avait amusé il y a longtemps, il y a 10 ans. Il m'avait dit, Monsieur Bruat, vous savez, les activités technologiques, c'est combien d'emplois ? Alors je lui ai dit, oui, c'est pas beaucoup. Alors je m'en étais à moitié sorti en disant, oui, mais ce sont les emplois du futur, puis ça tire les autres emplois, etc. Mais bon, la messe était dite. C'est-à-dire, grosso modo, c'est pas ça qui tire l'emploi, c'est pas les grandes masses d'emplois sont pas là. Donc ça veut dire que le concept technopolitain, pour il eût fallu qu'il fertilise l'ensemble de l'économie, ce qu'il n'a pas fait. Ils sont restés trop technologiques. Les universités sont restées aussi un peu en dehors sans doute de la vie de la société. Elles sont restées un petit peu trop académiques, je pense. Vous avez des programmes, alors là, je ne veux pas en faire un modèle dans le milieu anglo-saxon, parce que je suis très bien en France. Je me suis fait allumer par Alain Juppé il y a quoi, 6 mois là-dessus, qui m'a dit, Thierry Bruat, quand on entend parler, c'est America. Je dis, attendez. Mais ils ont des programmes d'extension.
Je connais, alors si on prend Nord Californie, vous avez deux régions viticoles. Vous avez la fameuse Napa Valley, puis une petite Sonoma Valley. L'économie viticole de cette région a été transformée par des programmes de formation qui ont été pilotés par l'université de Davis, qui est à Sacramento, qui est une université qui est très connue en agronomie. Et ils ont formé à la biodynamie les ouvriers agricoles, qui sont presque tous là-bas. Quand vous allez dans une vigne, ils sont tous latinos. Et ils ont formé tout le monde. Et ce sont des universitaires qui ont formé à la biodynamie l'ensemble de l'activité viticole. Et vous avez aujourd'hui quasiment 85% du vignoble qui est passé en biodynamie. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui s'intéressent au vin et à la biodynamie, vous voyez qu'en France, ça part de manière un petit peu... donc l'association des grands châteaux à Bordeaux, l'autre jour, me dit « mais c'est du marketing, ça, c'est du marketing, c'est pas important. » Donc vous voyez des universités beaucoup plus ouvertes sur la société. Donc il y a plein de raisons, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des pôles de compétitivité, qui sont à mon avis une excellente idée, parce que là aussi c'était du réseau. Ce qu'il fallait à tout prix faire, c'est pas du tout lier ça aux décisions de financement du ministère de l'économie, des finances et de la DG6. Merci. Alors qui veut intervenir? Yves. Michel Jouvet était la Spartie. Bon. Oui, mais il s'est excusé, on l'excuse. Oui, alors moi, les technopoles, on a épuisé le sujet, ça en était l'un de mes sujets aussi. Par contre, vous avez beaucoup parlé de région métropole, alors qu'en France, j'ai entendu parler de département métropole. Donc là, il y a comme un problème peut-être. Puis après, donc, cette fameuse économie, en France, on parle que d'économie boursière. Et donc, vous êtes à l'économie des idées. Alors donc, comment, face à ça, comment réagir? Département métropole, quand vous saurez que je suis morbihanais, vous voyez que la Bretagne et Nantes, une vieille histoire. Vous voyez, bon, on est mal parti. Mais comment dire une ville toute seule, elle a besoin les économistes disent hinterland, c'est-à-dire d'un territoire autour. Donc ça, on est à peu près d'accord pour dire, alors est-ce que c'est une communauté d'agglomération? C'est au-delà d'une communauté d'agglomération. Parfois, ça peut être un département, mais parfois, c'est plus qu'un département. C'est plusieurs départements. C'est plutôt une unité économique. Des gens qui... Il y a une fonction identitaire. Les gens qui se sentent bien dans un territoire qui retransmet une identité. C'est un petit peu ça. C'est assez amusant de voir la Silicon Valley n'a jamais eu d'identité. Jusqu'à une grande crise des années 90, il n'y avait pas d'identité. Il n'y a jamais un panneau. Vous rentrez dans la Silicon Valley, non, ça n'existe pas. Et chaque année, vous avez 1500 personnes qui se réunissent dans un grand hall à San José, ça s'appelle State of the Valley, les États de la vallée, en février, vers la fin février. Et les gens discutent ensemble, élus, responsables académiques, chefs d'entreprise, financiers, sur la situation à venir. Cette année, le sujet, c'était la crise des finances publiques, parce que ça se traduit par... on coupe les postes de professeurs, on coupe les postes de policiers, on coupe les postes de pompiers. Ça se traduit dans la vie quotidienne des gens, cette crise des finances publiques, avec un État qui est quasiment en faillite. Et ils revendiquent, en plus ils en étaient cette année, ils l'ont fait brillamment, à solliciter des universitaires pour parler des pères fondateurs, des révolutionnaires pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, pour voir comment ils pourraient transformer leur constitution et transformer le fonctionnement politique de leur État pour pouvoir toucher. Donc vous voyez, ils sont conscients que le blocage aujourd'hui, il est plus économique, il est politique, il est leur organisation publique qu'il faut remettre en cause. Mais tout ça pour dire qu'ils se revendiquent aujourd'hui comme appartenant à une communauté, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je dirais plus qu'un territoire, c'est des personnes qui se revendiquent et qui appartiennent à une communauté. Alors ça peut être une sous-région par rapport au territoire d'une région, institution région. Ça peut être un territoire région, ça peut être plusieurs régions. C'est extrêmement variable. Mais à mon avis, ce sont les hommes et les femmes qui définissent une communauté d'intérêt, une communauté de vie d'un territoire. Ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre le terme région ici comme la région administrative. Tout à fait.
À ce propos, vous avez évoqué le fait que les régions, ou au moins les métropoles, jouent un grand rôle dans le développement international. Est-ce que en France, par exemple, je crois qu'on a 22 régions, si on avait simplement 6 ou 7 régions à la manière un petit peu des Länder allemands, est-ce qu'on ne serait pas plus efficace pour avoir une organisation rationnelle? Vous ouvrez un autre sujet qui est celui du nombre de nos territoires, de nos institutions territoriales. Je suis pas compétent et ça me paraît, la question me dire est plutôt comment on peut avancer là-dedans. Il me semble aujourd'hui que le problème est posé, de voir peut-être comment simplifier. Parce que je crois qu'on est resté au milieu du gué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'est pas allé au bout de nos intentions en matière de décentralisation. Je crois qu'on est resté coincé au milieu du gué. Donc, comment on va jusqu'au bout? Moi, j'ai envie de dire, la pire des choses, ce serait de demander à des experts parisiens de décider ça. Par contre, si on lance des conférences territoriales, et si, sur le territoire, de manière décentralisée, eh bien, des propositions sont faites pour trouver des modes d'articulation, des expérimentations. On doit, imaginez, on a mis dans la Constitution le droit à l'expérimentation. Donnez-moi des exemples d'expérimentation institutionnelle aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup. Et l'État n'aime pas trop, hein, en plus. Bon. Donc je crois que ce qui m'apparaît plus important, si vous voulez, c'est de savoir qu'on puisse, que si deux régions veulent travailler ensemble, qu'elles puissent le faire. Et que si elles veulent mutualiser, qu'elles puissent le faire. Si un département veut mutualiser avec une région, veut avancer, même s'effacer pour se concentrer sur les aides sociales ou la politique sociale, qu'il puisse le faire. Mais qu'on puisse avancer comme ça, peut-être pendant 10 ou 15 ans de manière un petit peu désordonnée, pour voir des formes apparaître. Je me méfie vraiment de découpage a priori du territoire en disant il en faut 8, il en faut 10, etc. Parce que ça renvoie sans arrêt à des gens qui sont en capacité d'eux. Et ces gens, c'est un fantasme. Ils n'existent pas. Il n'existe pas. Donc arrêtons. André Hubert. Oui, vous parlez beaucoup de territoire, de réseau, et tout ce que vous venez de dire là illustre bien la conception que vous en avez. Sur un plan plus local, de micro-territoire, est-ce que vous avez des idées très précises, des préconisations en matière d'urbanisme sur la façon de localiser justement ces unités, ces réseaux, ces lieux de rencontre? Qui doit être compétent? Faut-il réserver a priori longtemps à l'avance des territoires spécifiques pour la recherche, pour les universités, etc. Bref, comment branchez-vous toutes vos études sur l'urbanisme tel que nous le pratiquons en France? Question passionnante que vous posez. J'ai le souvenir, ayant fait un petit bout d'études à Rennes avant de terminer à Paris, qu'à Rennes-sur-Beaulieu, il y avait eu 2 maires. Il y avait Yves Fréville, après la guerre, et Edmond Hervé. Et qu'Yves Fréville avait réservé, sans trop savoir ce que ça allait devenir, tout ce site des Buttes de Caume sur la route de Fougères, et sur lequel s'est développée l'université de Rennes. La vision territoriale d'un élu est quelque chose d'essentiel. Essentiel. Alors il s'appuie sur une communauté, l'élu, mais qui prennent des options qui sont structurantes sur les 15 ou 20 prochaines années, c'est absolument déterminant. Premier point. Deuxième point, je dirais que les lieux de centralité, dans cette économie des idées, les lieux de centralité sont des espaces très très importants, l'espace de brassage. Avec mon copain urbaniste Jacques Mazmounji, qui est le directeur du syndicat mixte de Sophia Antipolis, si on avait à refaire Sophia de la table rase, moi je reprends toujours mes métaphores bretonnes en disant avant d'acheter une maison, on achète la cheminée. Parce que c'est l'âtre, c'est les gens qui se réunissent. Avant de construire la maison, on achète la cheminée. Et je prends toujours cette image en disant on créerait des lieux de centralité. Pour caricaturer à Sophia, les seuls endroits de centralité, c'est les embouteillages. Quand on est tous stockés le soir, on ne peut plus sortir, eh bien on est tous dans nos voitures, mais c'est le seul. S'il y a un autre endroit, c'est assez amusant. Chaque année, il y a les Jeux Olympiques de Sofia. Alors, on utilise l'ensemble des routes, alors c'est compliqué, routes départementales, vous voyez, en plus. Et on bloque tout, et on utilise tout l'espace pour développer des jeux sportifs, et tout le monde participe, etc., etc. Et il y a un brassage.
Bon. Mais l'espace, il est anti-brassage. Bon. Donc je dirais, dans l'espace urbain, prévoir à très long terme, 2, penser des lieux de centralité avec des cafés, c'est quand même extraordinaire, ce succès des cafés à Seattle. Quand on a fait à Paris la Génopole d'Evry, moi je peux témoigner parce que j'étais un peu dans le système, à chaque fois qu'il y avait une réunion importante, on la faisait à Paris même, parce que c'était un resto, c'était un café, on voulait des lieux de centralité, donc les lieux de vie, les lieux de centralité. Et ça se fait, ça se réinvente des lieux de centralité. Si vous avez eu la chance d'aller à Buenos Aires, il y a Porto Madero, qui était l'un des anciens ports de Buenos Aires. Bon, ici, vous avez l'île de Nantes, mais on peut réinventer des lieux, des lieux de vie et de convivialité. 2e point. Et puis, 3e point, sur l'urbanisme. C'est un peu un sujet que l'on a avec Peter Hall, qui est un des grands urbanistes, et Sir Peter Hall, qui est un homme merveilleux, qui a 85 ans, et on monte une fondation avec lui à Londres, avec un de mes anciens amis, un ancien responsable de l'OCDE, sur ces cités du futur. Et c'est très très vite de créer les conditions d'échange entre les acteurs privés et les acteurs publics pour nourrir les projets. L'acteur public, qu'il soit politique ou technicien, est aujourd'hui trop dans sa bulle, d'une part, et le monde change à une vitesse telle qu'il faut à tout prix créer des espaces d'échange, de débat, de dialogue, de façon à ce qu'ils s'imprègnent de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un peu votre rôle, c'est un conseil de développement, mais au-delà, je pense que simplement... Parce que on est dans un monde qui, quand même, tout est dans tout. Hein, je veux dire, donc, d'une complexité terrible en termes de décision. Donc, la ville du futur est une ville dans laquelle ce qu'on essaie de faire dans cette fondation, c'est de mettre quelques grands décideurs publics et privés ensemble pour qu'ils réfléchissent ensemble à la ville du futur. Que ce ne soit pas seulement des acteurs publics, mais que des acteurs privés soient aussi très très fortement impliqués. Très modestement, voilà les quelques idées que je pourrais vous suggérer. Jean. Oui, une question. Vous avez, dans les exemples que vous avez pris, vous avez toujours fait état de relations internationales, de rapports internationaux, de rapports avec, que ce soit pour la Silicon Valley, bien sûr, Seattle ou Cambridge. Une question assez sommaire. Est-ce qu'on a en France une idée de la réalité des relations internationales qu'ont nos régions, entre guillemets? Alors, est-ce que c'est les régions métropoles ou est-ce que c'est les régions institutionnelles? À la limite, peu importe. Mais est-ce qu'on a une idée de ça? Parce que j'ai l'impression, mais c'est une impression personnelle, qu'il n'y a pas grand-chose, en tout cas ici, en matière de relations internationales. Le consul général de San Francisco, quand l'élu avec lequel j'étais est allé le saluer, lui a dit, alors c'est la première fois que je vois un président de région qui vient me voir. Vous êtes le premier président de région à venir me voir. Quand Valérie Pécresse est allée sur Berkeley il y a 2 ans, les étudiants m'en ont parlé, ils m'ont dit on était très heureux de recevoir la ministre parce qu'on voulait discuter, on était français, on était là-bas, on voulait lui parler plein de choses, et on était très déçus parce qu'elle nous a parlé d'elle et nous a parlé de son projet. Je crois qu'il y a un énorme déficit. Un énorme déficit. J'ai essayé de faire, mais bon, Adrien Zeller aurait pu nous aider à le faire, mais ça n'a pas pu se passer comme ça. Mais il existe une région trinationale, qui est une région européenne trinationale, entre l'Alsace, une partie, 9 cantons autour de Bâle, une partie de la Suisse et une partie de l'Allemagne. Et on va jusqu'à Karlsruhe. Et il y a une assemblée, région trinationale. Bon. Et ça n'avance absolument pas sur le plan économique. Et quand je suis à Mulhouse et que je discute avec des responsables en leur disant mais bon, les Allemands, on pourrait essayer de faire en matière de soutien aux PME, d'essayer de réfléchir ensemble de chaque côté de la frontière, ils me disent oh non, attends, c'est pas possible, on a un projet de région, il y a une région binationale qui se crée entre Aquitaine et Pays Basque, on va voir ce que ça donne, mais si vous prenez le Nord-Pas-de-Calais, dès que je parle, là je travaille sur Valenciennes par exemple actuellement. Sur Valenciennes, on a Mons en Belgique qui est de l'autre côté, qui est pas très très loin. On est dans le Hainaut belge, Hainaut français, Hainaut belge. Il n'y a quasiment aucune relation entre les deux mondes. Bon. Et à contrario, la Belgique est un pays extraordinairement international. La Suisse extraordinairement internationale.
Et les petits pays tirent je dirais, leur carte, ou jouent mieux leur carte que nous. On n'est pas encore sorti d'un sentiment de supériorité absolument épouvantable qui fait. Moi, j'ai travaillé pour la coopération franco-brésilienne pour le ministère des Affaires étrangères pendant 7 ans. J'avais des interlocuteurs au ministère des Affaires étrangères qui étaient extrêmement brillants et qui me disaient, je veux dire, ils conduisaient les relations avec le Brésil comme si on était seul au monde. Et quand on travaillait sur Porto Alegre à l'époque, dans le Rio Grande do Sul, au sud. Et quand j'étais là-bas, ils me disaient, mais tu sais, nous, la France, c'est un pays parmi tant d'autres. Et si on fait pas ça avec la France, on le fera avec les Allemands. Si on fait pas avec les Allemands, on le fera avec, etc., etc., etc. Je crois qu'on a, et c'est très dommage parce qu'on fait rêver. C'est ça qui est incompréhensible. C'est qu'on fait rêver le monde entier et on n'a pas cette modestie d'aller les voir en disant, ben, on aimerait apprendre, on aimerait faire des choses. Et donc, je crois qu'il y a un rendez-vous raté entre la France et le monde aujourd'hui, mais qui est entièrement de notre faute. Entièrement de notre faute. Regardez pour qu'on imagine qu'on dise, oui, les Allemands ont été, paraît-il, mais c'était dans la presse, pas besoin de lire le Canard enchaîné chaque semaine, étaient très heureux d'avoir un ministre qui s'occupait des affaires européennes qui parlait allemand. Très heureux. Enfin, les Français nous prennent au sérieux. Ils nous ont mis un ministre qui parle couramment allemand. Ça aurait été la moindre des choses que le ministre. Oui, il a changé, il parle plus allemand aujourd'hui. Mais vous avez un élu qui parle allemand ici. Non ? Ici, oui. C'est juste. Mais pour discuter de choses très très compliquées dans des périodes de crise, c'est bien de parler dans la langue de l'autre comme ça. Ma question venait un petit peu en prolongement de cette début de réponse. Vous citez beaucoup d'exemples américains. Je suis désolé. Non, mais ça n'est pas un problème. Est-ce à dire qu'il faille désespérer de la synergie européenne ? Oh non. Non. C'est une merveille, la synergie européenne. C'est une opportunité fantastique. Comment dire ? Je désespère par contre de la Commission européenne. Je désespère de la Commission européenne. Dans cette équipe de partenaires, on a une jeune femme qui est le numéro 2 du cabinet, numéro 3 du cabinet, qui a été élevée à Francfort, qui est américaine, mais qui a fait toutes ses études à l'université de Francfort. Et il y a 2 ans, on était dans un colloque en Finlande, sur l'innovation pilotée par la Commission européenne, et elle a pris contact avec des responsables de la Commission, et elle m'a dit, c'est fou, j'ai l'impression de parler à des gens de l'Allemagne de l'Est. Elle avait fait sa thèse sur l'économie des Länder de l'Allemagne de l'Est. Mais si vous voulez, c'est un vrai problème, parce que je pense qu'il faudrait aller beaucoup beaucoup plus fort. Moi, si j'avais un rêve, c'est de dire, notre système de formation, il faut vraiment le casser et en faire quelque chose de tout à fait européen, complètement multilingue et complètement ouvert, à tout niveau. Et là, il faut mettre le paquet. Et au bout de 10, 15, au bout de quelques générations, on verra les résultats, ils seront fantastiques. Un de nos obstacles terribles, c'est cet obstacle de la langue. On peut pas communiquer avec les Espagnols. C'est assez ahurissant de voir que moi, alors bon, j'ai encore le pire des exemples, mais je parle pas espagnol. Donc quand je travaille au Pays Basque, je parle un mauvais anglais, où je vais trouver quelques Espagnols qui parlent français, mais les jeunes parlent plus français. Et quand les gens du Pays Basque veulent se développer, ils font des partenariats avec les Fraunhofer allemands et pas avec les centres de transfert français. Bon, je crois qu'il faut, aujourd'hui, on peut plus rester au milieu du gué. Il faut y aller franchement, mais surtout pas avec une super bureaucratie. Mais par rapport à ces enjeux-là, l'éducation, la formation, et puis faisons sauter tous les cloisonnements. Et puis allons-y franchement, je veux dire, notre avenir, il est là. Imaginez, alors, je vais faire des conférences en Chine ce qui est assez amusant, auprès des maires des grandes villes chinoises. Alors, ils sont tous membres du parti, donc c'est devant l'école de formation du parti. Quand vous voyez l'école de formation du parti, et que vous voyez notre ENA, parce qu'ils ont fait aussi une ENA, cette école qui s'appelle le CELAP, qui est l'école professionnelle de formation du parti, vous regardez sur le site, faites CELAP, faites Google, faites CELAP, vous allez voir, C-E-L-A-P. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent les locaux de l'ENA à Strasbourg, l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Donc, ils ont mis le paquet là-dessus, mais c'est 1,3 milliard d'habitants.
Le nombre de villes millionnaires en Chine, c'est absolument énorme. Nous, notre seul avenir, c'est d'avoir 400 millions d'habitants, et c'est l'Europe. C'est l'Europe. Et donc là, il faut y aller franchement. Et je pense que l'éducation, la recherche, l'éducation sont des sujets sur lesquels il faut vraiment mettre le paquet. Mais je désespère de ça parce que il faut bousculer. Ouais. Et il nous faut des politiques qui bousculent. Si vous en connaissez, vous me le signalerez. Oui. Jean-Claude. Est-ce que nous, les Français, on n'est pas un peu conservateurs dans l'âme aujourd'hui? Alors, vous parliez de l'exemple d'éducation. Bon, d'accord. Mais rien qu'à voir les protestations, lorsqu'il a fallu mettre tout simplement le LMV, licence, maîtrise, doctorat. Et pourtant, c'est quand même pas... Moi, je suis d'accord, il faut le faire. Mais pourquoi il y a une opposition viscérale à un certain nombre de changements? Alors, peut-être qu'on ne sait pas s'y prendre, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Encore avec cet élu, quand on l'a mis en face de 4 personnalités qui étaient des gens qui étaient francophones, francophiles. Quelqu'un qui s'appelle Éric Benamou, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est quelqu'un qui a dirigé l'entreprise Palm Pilote. C'est un garçon qui est parti en Californie. Il sortait des arts et métiers. Il a fait un doctorat à Stanford. Et aujourd'hui, après, il a été patron d'une entreprise qui s'appelle 3Com. C'est un garçon qui a été décoré par le président Clinton comme l'ingénieur qui avait sans doute le plus contribué au développement de l'économie américaine. Et c'est un petit gars de chez nous, d'origine algérienne, Éric Benamou, juif. Alors il enseigne en Israël, à l'INSEAD et à Stanford, et il a un fonds. Et puis il y avait une autre personne qui était à côté de lui. La première chose qu'ils nous ont dit, sachez que... Et c'était assez frappant parce qu'ils ont voulu interpeller l'élu qui était avec nous de cette manière. L'information en France, ça veut dire le pouvoir. Ici, ça veut dire l'opportunité de faire. Une fois que vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. L'information chez nous, on est obsédé par le pouvoir. Et on est dans des systèmes d'une telle complexité dans lequel le pouvoir, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et en plus, on est pris dans des dynamiques de création de richesses qui font que de toute façon, il y en aura pour tout le monde. Et personne ne peut contrôler quoi que ce soit. J'apporte ma contribution, elle est reconnue, je suis heureux, puis c'est tout. Mais on est obsédé par ce système de pouvoir, de choses acquises, c'est-à-dire que l'avenir, on a peur que ça nous enlève ce qu'on va avoir, alors que l'avenir peut être aussi une opportunité d'en avoir plus ou de faire autrement. Ce sont des siècles, et puis je dois dire malheureusement qu'on a un système scolaire avec des enseignants qui sont un peu, je les sens un peu apeurés par rapport à tout l'environnement, qui ne contribuent pas. Nos jeunes qui sortent de là sont complètement inconscients à la fois des menaces réelles, parce qu'il y a des menaces réelles, et des opportunités fantastiques. Parce qu'il y a des opportunités fantastiques. Aujourd'hui, vous êtes comment dirais-je, qualifié dans ce qu'on appelle un métier de bouche. Vous êtes français, vous allez dans le monde entier, on vous fait un pont d'or. Si vous êtes boulanger à Rio, si vous êtes boucher, si vous êtes pâtissier, on vous fait un pont d'or. C'est pas de la haute technologie, mais bon, c'est des opportunités fantastiques. Bon. Et il y a des, si vous êtes urbaniste, architecte, l'école française a sa réputation. Donc il y a plein d'opportunités, et donc on est dans un système qui est une société qui est quand même extrêmement bloquée. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je vois que les autres pédalent comme des fous. Ils savent pas trop où ils vont, mais ils avancent collectivement, ils se posent des questions, ils réfléchissent. Et pour finir, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que on a quand même pas mal de jeunes qui sont assez conservateurs. Et s'il y a quand même des jeunes, si les nouvelles idées doivent venir d'une génération, c'est bien de nos enfants et des jeunes. Et notre société produit des jeunes qui sont, à mon avis, beaucoup trop conservateurs. Jean-Pierre. Oui, donc j'ai bien compris, moi, comment ces systèmes spatiaux fonctionnent en réseau à l'échelle mondiale. Mais je m'interroge sur l'articulation entre la Silicon Valley, par exemple, ou Cambridge, et puis les espaces qui les entourent. En termes clairs, est-ce qu'on n'est pas en train de faire des isolats technologiques, voire des ghettos,
comme les Américains l'ont déjà fait dans l'habitat, dans le domaine de la fragmentation du territoire. Donc ma question, c'est est-ce qu'un tel mécanisme peut permettre un réel développement du territoire? Alors c'est une bonne question et une vraie question. Merci de la poser. Sur la Silicon Valley, il y a 2 ans, vous avez un site sur lequel vous trouverez tout ça qui s'appelle www.joinventure, J-O-joint, plus loin venture.org. Bon, vous trouverez toute cette aventure depuis 1995. Il y a 3 ans, ils avaient sur leur index, donc leur document d'évaluation, que vous trouverez là, ils avaient mis des échelles. Et ces échelles se superposaient, puis à un moment, hop, il y avait une cassure. Et ils signalaient par là le fait que, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'économie des hautes technologies ne tirait plus la base, et que c'était une vraie préoccupation. Moi, autant que je peux le voir, c'est une préoccupation quotidienne, et c'est une préoccupation qui nourrit les mouvements philanthropiques, ce qu'on appellerait un petit peu le mouvement associatif chez nous, et des associations qui donnent de l'argent quand même, qui mettent pas mal d'argent parce qu'il y a des défiscalisation très importantes. Et puis il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, donc ils mettent beaucoup d'argent là-dessus. Donc sur la Silicon Valley, vous avez, je veux dire, on a des éléments qui peuvent contrebalancer ça. Sur Israël, il y a l'économie qui tire. Sur Taïwan et Israël, il y a l'économie quand même des nouvelles technologies qui tirent. Mais vous avez raison, il y a quelques années, certains économistes avaient parlé d'une économie d'archipel. Mais c'est là que l'action publique est absolument indispensable pour réintroduire des mécanismes de péréquation et de solidarité qui sont de nature collaborative et politique, et qui permettent d'utiliser ces formes de développement ultra rapides et leur richesse pour pouvoir réinvestir dans l'ensemble du territoire et du tissu. Parce que si on laisse les choses se passer, c'est vrai que tous ces gens qui circulent un petit peu partout, ils vont se rencontrer, ils vont avoir du plaisir à se rencontrer ensemble, ce qui est normal, mais ils vont pas forcément passer beaucoup de temps, sauf si on les incite, à diffuser ce qu'ils ont appris auprès de ceux qui sont un petit peu en marge de cette forme de développement. Et c'est là que le politique a, je dirais, toute sa vertu et toute sa nécessité. Et c'est là que les villes sont les territoires de référence, selon moi, et les aires métropolitaines, pour adresser ça. La ville, quand vous regardez en mode d'organisation, la ville est sans doute notre mode d'organisation le plus ancien, le plus sûr, le plus pérenne, vous parlez de soutenable, et c'est dans ce cadre, c'est le cadre urbain qui est un cadre tout à fait extraordinaire. Quand vous êtes sur une plage l'été, alors sur nos plages publiques, on n'a pas de plage privée comme en Méditerranée, que les gens sont là en train de se balader, je prends plaisir à imaginer qu'à côté de moi, j'ai quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, quelqu'un qui est au boulot, quelqu'un qui est au chômage, mais je prends le plaisir à partager un espace avec ces gens. Et je serais qu'avec des gens, je sais pas quoi, de mon monde professionnel, mais ça m'emmerderait complètement et je partirais en courant. Donc, si vous voyez, l'espace urbain, les espaces collectifs sont absolument indispensables. Les restaurants, quand vous êtes dans un restaurant, quand vous allez au spectacle, quand vous allez, je sais pas, bon, si on a fait des études sociologiques sur les folles journées de Nantes, mais je pense qu'on a démocratisé considérablement l'accès à la musique classique. J'en serais pas surpris. Donc, là, c'est l'action politique urbaine qui est indispensable. Et il faut qu'elle puisse comprendre et qu'elle puisse utiliser et nourrir ces formes de développement qui sont quand même extrêmement rapides et qui font circuler des idées, des savoir-faire de façon très 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 rapide, très très rapide. On peut déclencher des projets. Vous avez une entreprise sur Bordeaux qui s'appelle Axis Images et qui a fait ici à Nantes la représentation Nantes au 17e en 3D. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On se balade dans Nantes et on peut plonger. Au musée du château. Au musée du château. Bon. Cette entreprise a développé un projet encore plus élaboré sur Bordeaux qui va être présenté prochainement, qui permettra à n'importe quelle personne, avec un iPad ou avec un iPhone, de se balader dans la ville de Bordeaux et de pouvoir rentrer
à partir de hotspots dans le Bordeaux à 3 époques, là où il se trouve, période gallo-romaine, Moyen-Âge et période classique, et de rentrer, on fait parler les bâtiments, on fait parler... Ce garçon qui a monté cette entreprise et qui a regroupé tout un tas d'entreprises, ils sont aujourd'hui 60 personnes dans une autre entreprise qui s'appelle Heritage Prod, ils sont allés vendre en Californie leur projet. En Californie, ils n'ont pas d'histoire. Pas d'histoire. Et si vous prenez le tremblement de terre de 1906 qui a complètement dévasté San Francisco, vous avez un site, mais ils ont scanné des cartes postales de l'époque. Il est arrivé avec ces démos, et en quoi, en 3 réunions, 3 conférences téléphoniques, un voyage, on a monté un projet qui va être un projet financé par des fondations privées pour raconter l'histoire de la ville de San José, qui est une ville mexicaine, une ville hispanique au départ. Les gens qui vivent aujourd'hui à San José n'ont aucune idée des racines. Et puis pour vous amuser, ils lui ont dit on va démarrer dans cette petite maison en pisé, donc une maison en pisé. C'est la maison dans laquelle une entreprise locale a démarré, elle s'appelle Adobe. Et ils ont démarré à quelques Pékins, ils étaient 3 ou 4 dans cette petite maison en pisé, et on va démarrer ça là. Bon. Et il arrive avec ses équipes et il part en juillet, il part le 15 octobre là-bas avec toutes ses équipes, une équipe franco-américaine. On a mis une université privée californienne là-dedans, on a une école d'ingénieurs. Et ça s'est bouclé en, je vais vous dire en quoi, 7-8 mois. 7-8 mois, cette sorte de projet. Ça va très 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 vite. Dès que les gens ont envie de bosser ensemble, ça va très 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 vite. Je regrette qu'il l'ait pas fait à Nantes, qu'il l'ait pas fait ici. Ça aurait pu être le cas. Mais j'ai plein d'exemples comme ça où ça va être... Donc vous avez envie de ces gens-là de les accompagner, de les soutenir, mais il faut derrière, quand ils créent de la richesse, voir comment leur expérience peut profiter au plus grand nombre. Et ça, je pense que c'est l'honneur du politique de le faire. Bien, je vais peut-être... t'interpeller de façon un petit peu provocante. Si je résume ce que j'ai entendu, on a une Europe paralysante, on a des hommes politiques ringards, on est un peuple qui fait un complexe de supériorité, on a des technopoles qui ont échoué, on a des universités sclérosées et on a des jeunes qui sont conservateurs. Où est-ce qu'il faut aller s'installer, s'il te plaît? Où est-ce que... Non, est-ce que, bon, évidemment, je caricature, mais voilà, est-ce que tu as, est-ce qu'on a quand même des atouts pour exister dans ce monde et dans cette compétition des idées? Je dirais nos atouts, c'est notre population, sont nos acteurs économiques, sont nos patrons nos artisans, ce sont nos patrons de petites boîtes, ce sont les gens qui sont sur le terrain et qui se démènent pour essayer de transformer leur activité. J'ai toujours été surpris de voir que quand un commerçant, dans quelque domaine que ce soit, essayait de se donner du mal, de faire un petit peu mieux, etc., il retrouvait très vite un succès commercial. Et donc, c'est ça qu'il faut encourager. Et notre richesse, elle est extraordinaire parce que je pense réellement, et là je signe, qu'on a un État, malgré la réforme de l'État, là, je ne sais pas si elle a commencé, mais elle est entièrement à entreprendre. On a un personnel politique qui a perdu, à mon avis, la relation avec toutes ces transformations. L'exemple, c'est que aujourd'hui, les Anglais sont en train de se faire une expérience qui est une expérience. Alors j'entends parfois en France en disant oui, c'est le thatcherisme qui revient. Non, ils prennent des risques absolument considérables. Ils sont dans une situation qui est terrible sur le plan des finances publiques. Ils prennent des risques sociaux considérables. Ce serait extrêmement bien de pouvoir étudier ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que nous. Qu'ils soient, j'allais dire, de droite ou de gauche, ils sont conscients des problèmes de cohésion sociale, des problèmes de pauvreté et de précarité de l'emploi. Ils sont conscients de plein de choses, mais ils sont confrontés à des choses qui les dépassent. Donc ils essaient d'expérimenter. On a des élus qui, à mon avis, ne prennent pas assez de temps pour étudier en profondeur ce qui se passe dans le monde. Non, la richesse, c'est notre population. C'est celle qui fait notre vie tous les jours.
Regardez, vous discutez avec n'importe qui, que ce soit un menuisier, que ce soit n'importe quelle personne responsable dans une entreprise, l'empilement des normes aujourd'hui, dans n'importe quel secteur d'activité, fait que les choses sont devenues absolument terribles. On peut. Alors, et malgré tout ça, on a des gens qui arrivent à innover, qui arrivent à se tirer la bourre, qui arrivent à. Moi, je me marrais parce que quand l'État a lancé les 35 heures, je pensais à Yves Gonor. Yves Gonor, Fleury Michon, il était à 32 heures. Ils étaient à 32 heures et on était en 96 ou 95 ou 96. Et il l'avait fait par concertation sociale. Alors c'est un mouvement, j'allais dire, politique aussi, le catholicisme social de Gonor, mais il l'avait fait par concertation, etc. Et on était à 32 heures dans toutes ces boîtes et on avait de la formation, des activités de formation et des budgets de formation qu'on ne trouvait pas ailleurs. Bon. On a une richesse d'expérimentation sur le terrain qui est tout à fait exceptionnelle. Mais je crois clairement que notre système institutionnel aujourd'hui n'est plus du tout adapté pour pouvoir accompagner, tirer la transformation, qui est une transformation qui est là, qui est sous nos yeux, et qui permet à la vie et aux choses, comment dirais-je, à la société d'avancer malgré toutes ces difficultés. Mais c'est vrai qu'on dépense de l'argent, on n'a pas beaucoup d'argent. Je vais vous donner 2 exemples. C'était le débat que j'essayais de faire passer ce message à Juppé, mais à l'évidence, je m'y suis très mal pris. mais les IRT, alors les instituts de recherche technologique. Bon, je lui disais, faites attention parce que l'État, pour des raisons qui sont des raisons que vous connaissez tous, qui sont des raisons de protéger, de ne pas alourdir notre dette. L'État s'est positionné comme investisseur avisé. Ça veut dire que les IRT et les dispositifs qui vont sortir de toute la procédure grand emprunt sont des dispositifs qui devront être gérés par des sociétés privées dans lesquelles l'État va investir. Et moi, je lui disais, je suis gêné parce que je n'ai pas un exemple de modèle économique dans le monde de centre de recherche public-privé qui soit géré par une société privée. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de rentabilité. J'ai pas d'exemple. De même sur les fameux, comment dirais-je, les SATT, les sociétés d'accélération transverticale, c'est-à-dire ces sociétés privées de valorisation de la recherche. Bon. On nous dit il y a plein de technologies sur les étagères et il suffit d'avoir une société, elle va les vendre, etc., etc. Je dis ça n'existe pas. MIT, qui est un haut lieu de la recherche technologique, le TTO, le Technology Transfer Officers, il doit à peine équilibrer ses frais. À peine équilibrer ses frais. Et ses ressources, c'est à peu près moins de 3% du budget de recherche du MIT. Bon. Et il n'y en a aucun aux États-Unis, on vous dit, mais non, vous ne gagnerez pas d'argent en faisant du transfert de technologie. Enfin, et nous, on est parti sur des dotations financières. L'État, parce qu'il y a il y a des jeunes extraordinairement brillants en maths, et on a estimé, là je vais encore accentuer, on a estimé qu'on avait, là il y a des biais culturels terribles. On estime que des jeunes, j'en ai vu récemment, qui ont fait Polytechnique, qui sortent en l'école des mines, qui sont donc des gens qui réussissent à faire des problèmes mathématiques, en général pas forcément très innovants, mais très très compliqués. Eh bien, ces gens-là, tout de suite, on les met dans les cabinets ministériels et ils sont conseillers de ministres, conseillers en fiscalité, conseillers en stratégie industrielle. C'est une tragédie humaine. C'est une tragédie humaine. Et ils nous sortent des conneries comme ça. C'est-à-dire que l'État va être investisseur avisé. Il n'y a pas de modèle économique. Donc on n'a pas beaucoup d'argent et l'argent va être utilisé. Alors tout le monde est content parce qu'on est tous panurges. Toutes les régions se disent on est content, on a notre IRT. Mais quand je dis aux élus, ils disent attends, tu vas voir, on a notre IRT puis après on verra. L'important c'est qu'on l'ait. On est reconnu par l'État. Et là on voit combien nos régions sont des, j'allais dire, des gamins par rapport encore à l'État. Je veux dire, personne n'a dit attendez, moi je veux pas jouer parce que ça m'intéresse pas. Bon. Personne n'a eu le courage de dire ça. Bon. Et l'argent qui est là-dedans, investisseur avisé, ça ne va pas fonctionner. Ça ne veut pas fonctionner. Alors, je sais pas comment ça va fonctionner, je sais pas comment on va s'en tirer, mais aujourd'hui, j'ai des universitaires en face de moi qui me disent, mais si, on va créer une société privée, puis vous voulez voir, on va gagner de l'argent, on va valoriser tout ça, et puis on va financer la recherche, tout ça. C'est absurde. Ça marche pas. Donc là, on a vraiment
pourquoi ne pas laisser dans ce cas les gens dire la coopération publique-privée, c'est parfait, allez dans cette direction. Proposez-nous un mode d'organisation qui tienne la route sur le plan économique et financier. Et on vous accueille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'objectif, c'est le résultat. Vous allez faire travailler ensemble des industriels et des chercheurs, des labos sur une technologie, parfait. Et vous vous organisez. Qu'est-ce qu'on a fait? On a défini en amont un cahier des charges complètement verrouillé, dans lequel on ne peut pas déroger, duquel on ne peut pas déroger, et qui repose sur des bases économiques qui sont absolument absurdes. Donc alors, on me dit, oui, alors on va créer une fondation. Alors une fondation de recherche et une société privée. Donc ça, c'est l'IRT Rayenium, comment dirais-je, il travaille avec la DG6 sur ce modèle-là. Donc on voit une fondation là. Moi j'ai le souvenir, puisque j'étais conseiller extérieur, mais j'étais sollicité par Daubert, qui était, quand il a lancé, il était secrétaire d'État à la recherche, ces fondations. Ça a été un échec total, tout simplement parce qu'ils étaient passés à côté du fait que les entreprises, elles n'avaient rien à faire de financer une fondation de recherche. C'était pas, en plus aujourd'hui elles n'ont pas beaucoup de sous, mais bon, les grands groupements. Donc je sais pas où on va trouver l'argent de la fondation, là encore. Bon. Donc, je veux dire, arrêtons. L'intelligence, c'est sur les territoires. Je veux dire, vous laissez les gens s'organiser, proposer quelque chose et le mettre en marche, mais ils vous font des choses merveilleuses. On n'a pas besoin d'avoir ce genre de choses. Et l'intelligence de l'État et la réinvention de l'État, je veux dire, si l'État réagissait comme ça, en prenant toute la richesse des projets qui naissent des territoires, en faisant lui-même son sel, et en essayant de voir comment il peut accompagner, amplifier, donner un peu plus de poids aux initiatives les plus intéressantes, vous voyez que là, on a déjà, on change déjà de modèle. Et pour ça, il faudrait former ceux qui sont dans les cabinets et dans les administrations centrales autrement. Et c'est une tragédie. On paye avec nos impôts des jeunes, on les pousse très très fort en études, et alors qu'ils devraient aujourd'hui être profs de maths, former des jeunes matheux, former des jeunes physiciens, on manque de physiciens, des jeunes chimistes, faire de la recherche appliquée, on manque de gens qui font de la recherche appliquée, etc. On va les utiliser pour faire des conneries dans les ministères. Je veux dire, c'est une tragédie humaine. Tragédie humaine. Alors là, je suis fusillé, là. Bon. Bon, je résiste pas à rappeler ce que disent... Je résiste pas à rappeler ce que disent les Suisses. C'est que les Suisses disent, vous les Français, vous jetez l'argent par les fenêtres. Nous aussi, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Et apparemment, ils réussissent. Oui, et sache que les pouvoirs publics suisses n'ont pas le droit de subventionner une entreprise privée. Quand vous demandez aux EO, est-ce qu'on peut imaginer aux EO en Suisse, ils vous disent, hors de question. Ils disent, mais comment vous soutenez les entreprises privées? Ils me disent, c'est le privé, c'est-à-dire ce sont les banques qui vont, par des fondations, soutenir les... Nous, on va financer la recherche, on va financer tout ce qui est en amont, mais on n'a pas le droit, dans la Constitution suisse, ils n'ont absolument pas le droit de subventionner une activité privée. Ça, je l'ai appris et j'ai été surpris. Très bien, merci encore Thierry Bruat, et bonne soirée, bon retour à vous.